Faire lorsqu'une personne vous doit de l'argent? Oui, juridiquement ou selon la loi, quelle est la procédure à suivre pour pouvoir avoir ce qu'on vous doit? Nous allons parler de ça avec Olivier Cavoré aujourd'hui. On parle de la dette et surtout comment faire pour entrer en possession de notre dette là. Donc, ça sera dans la rubrique Questions de droit avec Olivier Caboret. Mais bien avant ça, vous aurez la revue de presse présentée par Alphonse Ouedraogo aujourd'hui. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons notre conférencier, notre écrivain et notre expert en questions sur la crypto-monnaie qui a organisé une conférence il y a quelques semaines sur la crypto-monnaie et qui a une formation à venir. On va parler de tout ça avec M. Amidou Zonga qui est notre invité du jour. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, ne décrochez surtout pas. Merci de nous renouveler votre fidélité et bonjour encore. Bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. On part tout de suite et maintenant au Musée national de Ouagadougou pour découvrir encore ce musée. C'est à travers à la découverte. Nous sommes au musée national et plus précisément au sein de l'habitat du Faso. Nous y sommes pour vous faire découvrir cet espace qu'on appelle l'habitat du Faso. C'est dans un espace où vous allez retrouver au moins 10 à 11 concessions des différentes ethnies du Burkina Faso. Et c'est pour faire découvrir les différentes communautés du Burkina à travers cet espace-là. On va regarder tout ça en images, mais surtout écouter donc l'explication de quelques concessions à travers notre rubrique à la découverte d'eux. Et bien sûr, on vous invite à écouter notre guide touristique, M. Auguste Bado, qui nous parle notamment de l'espace Les Habitats du Faso. Nous sommes au niveau des Sénifaux et l'une des particularités de l'habitat Sénifaux, vous voyez que c'est une maison en terre, mais le toit est coiffé avec de la paille. Maintenant, et cette paille, on voit qu'il y a deux pentes, puisque ce sont des maisons sous forme rectangulaire. Et il y a également le fait que nous avons deux pièces, contrairement à l'habitat Moara où nous avons une seule pièce et avec un toit, je dirais, de forme circulaire. Et à l'intérieur de l'habitat Sénifaux, il faut dire que vous allez voir qu'il y a des mobiliers typiques au Sénifaux. Vous allez par exemple voir la daba Sénifaux, qui est une grande roue qui est utilisée principalement les buts qui vont servir à la culture de l'igname ou de la patate. Alors, à côté de la daba, on peut aussi parler d'autres mobiliers tels que la vannerie, donc les ustensiles. Vous avez des paniers faits à base de feuilles de rognier. Vous avez des sacs également faits à base de feuilles de rognier. Et la plupart de la vannerie est constituée de paille, de feuilles de rognier. Alors donc à l'intérieur, en plus des différents mobiliers, on a aussi sur le plan, je dirais, vestimentaire, des tenues typiques au Sénifaux. Et ce sont des tenues avec des couleurs uniques, avec des décorations à base de kori. Il faut aussi rappeler qu'en matière d'art culinaire, les Sénifaux ont un repas typique. Il s'agit des pois de terre. Lorsque un étranger vient à la maison, on va utiliser la farine de pois de terre pour faire un repas qui ne va pas prendre suffisamment de temps. Parce que lorsque l'étranger arrive, il faut lui trouver quelque chose pour qu'il puisse calmer sa faim avant qu'on puisse préparer un repas lourd. Et en plus de ce repas, les pois de terre sont utilisés comme mets traditionnels. Nous avons également une lance qui est là. C'est utilisé pour se protéger, donc pour la défense et la sûreté. Nous sommes au niveau du plateau central et pour découvrir l'habitat Moara. Alors, la particularité de l'habitat Moara, les maisons sont des cases rondes avec un toit en paille. Et lorsque vous y entrez, l'intérieur, vous avez beaucoup de mobilier. Par exemple, vous avez le foyer à l'intérieur de la maison. Comme je le dis, ça permet, la fumée du foyer permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Et également, vous allez voir qu'à l'intérieur de la maison, vous avez des ustensiles tels que les calébars, tels que des plats en argile, des marmites en argile. Mais étant donné que l'activité phare de la femme Moara avant aussi c'était la filature, donc vous verrez du coton à côté. Donc à tout moment, lorsque la femme
Elle finit les travaux champêtres, elle revient le soir, elle se repose en filant le coton. L'habitat sans également sa particularité, ce sont des habitats dont le toit est fait avec une terrasse. Et vous allez voir également que souvent on n'a pas besoin d'une chambre en tant que telle. On va faire juste un cloisonnement caché lorsque vous rentrez dans l'habitat que vous ne voyez pas celui qui est couché. Et à côté aussi vous avez des greniers typiques au sang. Donc ces greniers, vous allez voir au-dessus de la cime, vous avez un petit qui ferme le grenier. Contrairement à certains greniers d'autres communautés, vous allez voir tout est en paille. Là, vous avez de la terre et c'est au sommet qu'on ferme. Et lorsque on commence à enlever les céréales, qu'on atteint un certain niveau, on va ouvrir une petite ouverture et c'est par là qu'on va enlever les céréales. Nous sommes au niveau à l'intérieur de l'habitat sans et vous voyez également que le toit est fait avec du bois, soutenu par de gros bois pour permettre de supporter le poids de la terrasse. Alors à côté, quand vous voyez toujours, vous avez une lampe à côté qui permet d'éclairer la maison la nuit. Et c'est toujours les lampes faites à base de coton, donc avec du beurre de karité. Alors, si nous regardons, il y a toujours un foyer. Et c'est là que, puisqu'à l'intérieur de la maison, les femmes préparent, mais l'avantage, c'est que c'est la fumée de la cuisine qui permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Donc on peut dire que c'est une méthode endogène pour la conservation de ces matériaux. Sur le plan culinaire, donc nous avons ce qu'on appelle le zamné, c'est des lentilles sauvages qui constituent l'un des mets, je dirais, très connus chez les Sans. Donc ce mets se fait, on prépare et on consomme avec de l'huile, contrairement à d'autres communautés qui vont l'utiliser pour faire juste de la sauce. Alors, au niveau de l'art vestimentaire, il faut dire que les Sans ont une spécialité. Vous avez ces motifs-là qu'on appelle la technique à dessin réservé, qui consiste à coudre, mettre des fils sur un pain blanc, de le teindre avec l'indigo et après de défaire les fils. Donc en défaisant les fils, vous allez voir des traces blanches et c'est ce qui donne ces motifs que vous avez sur le pain. On peut dire qu'il y a panoplie de motifs tels que les kouris, il y a les nuages, donc vous allez voir des colonnes blanches donc, pour constituer ces nuages-là. Nous disons merci à M. Auguste Bado. Je rappelle qu'il est guide touristique au sein du Musée national et avec lui nous avons découvert notamment le musée, mais surtout l'espace dénommé les Habitats du Faso où vous retrouverez ces constructions-là des différentes communautés du moins du Burkina Faso. Alors, ensuite, on va s'informer et c'est à travers la revue de presse. Nous sommes avec Alphonse Ouedraogo pour découvrir les titres et ensuite les commenter. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Les titres d'abord. Et je commence avec le journal de tous les Burkinabés, Sidoaya. Ce quotidien d'État à sa une, on peut lire Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, qui est donc l'invité de la rédaction. Il déclare: nous mettons un point d'honneur pour que l'eau ne soit pas un handicap à l'offensive agro-pastorale et halieutique. Une interview donc à lire dans l'apparition du jour de Sidoaya. Gawa, une serveuse, perd la vie suite à un excès d'alcool. Ouagadougou, pris en flagrant délit avec l'épouse de son ami. C'est donc à lire dans la rubrique On murmure. Toujours dans cette rubrique, on peut lire, l'on apprend que des enseignants ont mobilisé plus de 500 millions de francs CFA pour le fonds de soutien patriotique. Toujours avec Sidoaya, on peut lire chercher de Koudougou, la Chine remet des consommables médicaux. Semaine nationale de la citoyenneté, rendez-vous du 2 au 16 octobre prochain, c'est-à-dire dans Sidoaya. Tentative de déstabilisation des Bobolais sans voix après donc cette déclaration du ministre de la Sécurité. Toujours dans Sidoaya, 94e anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite, l'excellence des relations avec le Burkina magnifiée. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, à sa une ce matin, on peut lire tentative de déstabilisation, enfin des coupables, se demande donc le journal. S'il y a
Ankasso, RSO, la devise, la commune de Bobo du Lasso, c'est-à-dire à la page 5 du journal. Centre hospitalier régional de Koudougou, la Chine fait don d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Tentative de déstabilisation du Burkina Faso, le film du complot avec le ministre de la Sécurité, c'est-à-dire à la page 3. Le quotidien L'Observateur parle nous apprend ce matin, centre hospitalier régional de Koudougou, une journée avec une délégation de la mission médicale chinoise. Toujours dans ce journal, on peut lire Causa pique le bad buzz de l'île Wayne nationale, c'est-à-dire à la page 6 du journal. Tentative de déstabilisation de l'État, la récréation est terminée, annonce donc le ministre Mahmoudou Sana, ministre de la Sécurité. Décès Amadou Matarmbo, c'était une grande bibliothèque, écrit le journal. Rentrée scolaire, des astuces santé pour remettre nos enfants d'aplomb, c'est-à-dire dans la rubrique carnet de santé. Le journal Aujourd'hui au Faso nous informe ce matin. À sa une, on peut lire projet de déstabilisation de Burkina Faso, la récréation est terminée, annonce donc le ministre de la Sécurité. Arrestation d'Olivier Boko et Oswald Omki au Bénin. Un dauphin se cache ou se fait, était écrit le journal. Décès de Amadou Matarmbo, le Sénégal perd un trésor humain, écrit le journal. Burkina Faso FMI, de bonnes perspectives dans la coopération, nous informe le journal. Centre-Nord, le gouvernement assiste les victimes de l'attaque de Barsalou. Allons donc avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien nous parle donc des avis des Burkinabés après donc la tentative de déstabilisation de Burkina Faso. Des Burkinabés consternés. Donc les avis sont à lire à la page 8 et 9 du journal. Bertrand Traoré, capitaine des étalons, déclare: si on m'appelle, je suis disponible. Si on ne m'appelle pas, je serai le premier supporter des étalons. Ibrahim Sempore, artiste musicien, déclare: nous payons aujourd'hui le prix de notre liberté éternelle. Mouvement des non-alliés, le ministre Jean-Marie Traoré invite ses pairs à l'unité et à la solidarité entre les nations. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays, à sa une ce matin, on peut lire: lutte contre le trafic des stupéfiants, une importante quantité de drogue et de cigarettes saisies. Dans la rubrique Révélation, le journal écrit: situation nationale, l'appel du capitaine Ibrahim Traoré au Burkinabé, c'est-à-dire à la page 13. Actu Sport, Bertrand Traoré déclare: ce n'est pas à cause de quelques individus que je vais refuser de défendre mon pays. C'est un cali à la page 15. Mise en œuvre d'Ecotech, la Banque mondiale félicite le Burkina Faso pour les progrès réalisés. Inondation dans la région du Sahel et du lac Tchad, l'Union européenne accorde 5,4 millions d'euros à 6 pays, dont le Burkina Faso. Tentative de déstabilisation des institutions du pays, la récréation est terminée, déclare donc le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Merci bien pour ces titres. On parle sport aujourd'hui avec notamment la sortie du capitaine des étalons. Tout à fait. On doit dire toujours capitaine des étalons. En tout cas, il reste jusque-là capitaine des étalons, même s'il n'a pas été appelé pour des rencontres passées. On peut dire que c'est quand il n'est pas là, voilà, que le brassard est donc accordé à celui-là qui forcément doit prendre le brassard. Donc on considère qu'il est toujours le capitaine des étalons. Alors, ceci dit, Bertrand Traoré a donc accordé une interview à Canal+, une interview au cours de laquelle il a exprimé son désir de revenir en sélection, en tout cas de retrouver ses coéquipiers pour en tout cas continuer d'apporter beaucoup pour le football burkinabé. Il a par exemple dit que ça fait bientôt 13 ans qu'il est avec l'équipe nationale parce que il est arrivé très jeune. Il a eu à apporter ce qu'il avait comme talent, en tout cas à soutenir les étalons.
à des moments bien indiqués. Donc, dans cette sortie, Bertrand Traoré a effectivement reconnu que depuis quelque temps, il n'a pas été appelé, surtout depuis l'arrivée de Brahma Traoré comme coach. Mais du reste, les deux hommes sont parlés au moins 2 fois au téléphone. Donc, on espère qu'ils se sont compris. Malgré les commentaires que les uns et les autres pourraient faire, Bertrand Traoré, au cours donc, de cette interview, n'a pas laissé en tout cas sortir des choses comme s'il y avait vraiment, il avait des difficultés avec le coach. De reste, il a dit que l'équipe a des problèmes. Des problèmes, il y en avait, il y en a aujourd'hui, il y en aura toujours. Et quand le journaliste a voulu savoir quelle est la nature de ces problèmes, il s'est réservé. Il a dit que ce n'était pas indiqué qu'il parle de ces choses-là, en tout cas depuis l'extérieur. Donc, et qu'il était vraiment disponible, en tout cas à répondre à l'appel du coach. Si en tout cas on l'appelle de revenir en sélection, il est prêt. En tout cas, qu'il soit appelé ou pas, lui, Bertrand Traoré, aime toujours l'équipe nationale. S'il n'est pas appelé, il restera en tout cas le premier supporter des étalons. C'est ce qu'on peut retenir donc comme essentiel de sa sortie. Mais est-ce qu'avec cette sortie, tu penses qu'il se pourrait qu'il soit rappelé ou appelé en fait pour les prochaines sorties des étalons? Je pense que cette sortie augure en tout cas de bonnes nouvelles pour Bertrand Traoré, parce que je peux dire qu'après cette sortie, forcément pour nos rencontres à venir, peut-être que le coach pourrait vraiment l'appeler pour qu'il puisse continuer à soutenir ses coéquipiers, surtout que c'est quand même un capitaine et son retour est beaucoup réclamé par bon nombre de Burkinabés. Donc je pense que avec la configuration actuelle de notre équipe nationale, Bertrand a toujours sa place, même si le dernier mot revient au coach qui a sa technique, sa façon de fonctionner. Je pense que pour les rencontres à venir, comme les éliminatoires pour la Coupe du Monde, comme aussi la CAN, on a vu notre dernière sortie. Je pense que Bertrand Traoré pourrait vraiment signer son retour très bientôt, en tout cas au niveau de notre équipe nationale. Merci beaucoup, Alphonse. Merci. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps à travers la mer. Comme annoncé en introduction, nous recevons aujourd'hui le conférencier, l'écrivain, le formateur, donc Monsieur Amidou Zonga, qui est notre invité de ce matin. Bonjour Monsieur Zonga. Bonjour Madame Bikima, bonjour aux téléspectateurs de Savant TV. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous nous retrouvez avec le sourire. Est-ce à dire que cette grande conférence dont vous en avez parlé dernièrement s'est très bien passée? Oui, effectivement, comme vous le remarquez très bien, c'est avec un large sourire ce matin que nous sommes là sur ce plateau pour parler vraiment de cette grande conférence qui a eu lieu. Ça a été un franc succès. C'est une conférence qui a permis à la population de comprendre effectivement l'évolution actuelle du monde et qui nous a permis également de savoir que le monde appartient à ceux qui rêvent grand et à ceux qui osent sortir des sentiers battus. Et c'est exactement ce que nous avons fait du 7 au 8 septembre passé. On a rassemblé une centaine de personnes pour leur parler de l'avenir des finances, parler de crypto-monnaies, parler de Bitcoin. Et là, ça a été un franc succès. Nous sommes fiers et nous disons merci à l'univers, nous disons merci aux entités supérieures, nous disons merci à nos ancêtres et au Dieu suprême. Bien sûr, on va voir ensemble les images donc, de cette grande conférence qui a eu lieu au Cénasa. C'était donc le 7-8 septembre dernier. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été donné notamment aux participants? Oui, effectivement, durant les 2 jours qu'a duré cette conférence, donc, nous avons expliqué donc, les fondamentaux de la blockchain, donc la technologie qui soutient donc, les crypto-monnaies. Nous avons parlé des fondamentaux du Bitcoin, des crypto-monnaies. On a parlé également des différentes catégories de crypto-monnaies. On a abordé la question des NFT, les Real World Assets. On a parlé également de la métaverse. On a parlé de la DeFi, donc la finance décentralisée. Et on est venu également parler de l'opportunité pour nos États d'atteindre ou d'arracher leur indépendance économique avec les crypto-monnaies.
Et ce sont des informations, donc des thématiques qui ont été décortiquées par des experts également. Et ça, c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que les participants qui ont vraiment pris part à cette conférence jamais organisée au Burkina Faso ont manifesté véritablement leur intérêt, leur satisfaction totale parce que ce qu'ils ont reçu, ils n'espéraient même pas qu'au Burkina Faso, ils pourraient avoir l'opportunité de recevoir ça. Et nous, ce qui fait notre joie, c'est que nous avons pris le temps de travailler dans l'ombre. Nous avons pris le temps pour méditer sur cette activité afin de sortir en 2024 pour dire que venez pour qu'ensemble on apprenne là où va le monde. Venez pour qu'ensemble on parle le même langage. Venez pour qu'ensemble on apprenne des connaissances nouvelles parce que nous sommes à l'ère du numérique et c'est l'information qui constitue la ressource la plus importante de notre époque. Et lorsque vous regardez l'engouement des participants, lorsque vous regardez la qualité de ceux qui ont pris part à cette conférence, oui, vous êtes convaincu effectivement qu'au Burkina Faso, il y a de l'avenir. Et quand on parle de la blockchain, c'est quelque chose qui va être dans le quotidien des populations. Quand on parle des crypto-monnaies, c'est quelque chose déjà qui est dans nos habitudes et qui sera encore plus ancré dans nos habitudes. Et pendant le dîner, c'est vraiment la partie qui m'a le plus marqué. On aurait dû commencer à dîner à partir de 19h30, mais tellement les informations étaient intéressantes, les communications, le partage d'expériences, les informations stratégiques qu'on partageait, on a dû commencer à manger autour de 21h30. Tellement les gens me disaient qu'on continue, on continue, on continue. Tout ça, c'est pour faire comprendre aux populations qu'on n'est pas là pour s'amuser. Ceux qui sont en train de douter là, nous on vous demande d'étudier le doute de votre esprit. Ceux qui attendent de voir avec les yeux pour croire aussi, nous on vous dit, leader To Mamadou, qui est également un chevronné dans l'éducation blockchain et crypto-monnaie, quand on prend Michel Gansonré, un jeune très dynamique qui est également pétri de talent, qui est un chef d'entreprise et aussi un éducateur blockchain et crypto-monnaie. Quand on prend également vous, Madame Nikema, voilà, vous je n'ai pas donné de communication. Ah non, mais vous avez joué, non, mais c'est vous qui avez joué le grand rôle. C'est vous qui avez vraiment modéré la communication, maîtrisé le temps pour qu'on puisse vraiment parler, donner l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir partout. C'est une qualité, c'est un talent exceptionnel. Et vous avez marqué vraiment votre participation avec, en tout cas, un contrôle total du plateau et une orientation vraiment du contenu de communication. Et ça a été vraiment un franc succès et ça a été apprécié également par tous les participants. Et quand vous regardez également au niveau du public, il y avait tous les profils. Il y avait des chefs coutumiers, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des grands commerçants qui partent jusqu'en Chine pour aller faire des affaires. Il y avait également des fonctionnaires, pour ne pas citer des différentes structures, il y avait des financiers, il y avait des entrepreneurs, des étudiants, des élèves, tout profil confondu. Et lorsque vous regardez la qualité des participants à une telle conférence, franchement, nous disons que c'est un succès phénoménal. Et parce que sûr, pour nous, ce n'était pas vraiment d'organiser la conférence pour se dire que non, on veut atteindre tel nombre, parlant de chiffres économiques, non. Pour nous, c'était d'abord même d'implanter vraiment l'initiative, le projet au Burkina Faso, c'est-à-dire semer la graine pour montrer aux yeux du monde que désormais au Burkina Faso, chaque année, il y a un événement qu'on appelle Faso Blockchain and Crypto Week Summit. Et d'ailleurs, ce nom, on va le protéger à l'OAPI pour permettre désormais au Burkina Faso d'avoir sa licence à travers cette conférence-là. Pour que les gens comprennent que partout dans le monde, quand on prend aux États-Unis, en France, au Singapour, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, ils ont des conférences annuelles sur les crypto-monnaies pour partager les innovations du secteur, partager les connaissances stratégiques sur le secteur. Mais pourquoi pas chez nous au Burkina? Moi, je causais avec des aînés. Qu'est-ce qu'ils me disent? Et ils ont tenté pendant plus de 7 ans, mais ils n'ont pas pu organiser une conférence dédiée à la blockchain et aux crypto-monnaies au Burkina. Pourquoi? C'est ceux qui en savent les raisons. Mais nous, on s'est levés, on a travaillé dans l'ombre d'abord et on les a associés à l'organisation de cette conférence. Tout ça, tout ça parce que nous, on respecte toujours les règles traditionnelles. Il ne faut pas faire quelque chose en ignorant tes aînés. Il ne faut pas faire quelque chose en écartant les grandes personnes. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi
dans les préparatifs de cette conférence, nous avons initié une série d'audiences auprès des autorités compétentes du Burkina Faso. On a été reçu au ministère de l'économie numérique, on a été reçu au ministère de la communication, on a été reçu par Sa Majesté le Moro Naba Bango, l'empereur de Moussé, on a été reçu par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, qui d'ailleurs a dépêché un communicateur pour venir partager des conseils, des stratégies pour éviter les arnaques en ligne. Oui. Madame M. Tahirou Konda, qu'on salue de exactement. passage. M. Tahirou Konda, merci. Depuis lors, je n'ai même pas encore eu l'opportunité de l'appeler parce que je suis tellement en mouvement. Et imaginez-vous, si la crypto-monnaie était vraiment de l'arnaque telle que les médias ont bombardé le cerveau des populations, là, est-ce que la PCLCC, la structure en charge de promouvoir l'usage responsable d'Internet au Burkina Faso, allait envoyer quelqu'un pour venir partager des conseils, des stratégies pour éviter les arnaques en ligne? C'est comme je le dis à chaque fois. Je reconnais qu'il y a des arnaques. À Rodwoko, on a marché Sankariari. Y a-t-il pas des commerçants qui arnaquent des clients là-bas? Y a-t-il pas des commerçants qui escroquent des gens? Mais est-ce pour autant qu'on vous dira que le commerce en lui-même là, c'est de l'arnaque? Est-ce qu'on vous dira que le commerce en soi, c'est de l'escroquerie? Je pense que non. Même de la fonction publique. Y a-t-il pas des fonctionnaires véreux là-bas? Il n'y a pas de fonctionnaires qui escroquent des usagers? Mais est-ce qu'on vous dira que le fonctionnariat même là, en soi, c'est de l'arnaque? Faites attention. Si vous n'avez pas la bonne information, vous allez être toujours victime de l'ignorance. Et on a dit toujours qu'il n'y a qu'un seul mal, c'est l'ignorance. Il n'y a qu'un seul bien, c'est la connaissance. Et voilà quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Voilà pourquoi il faut venir à l'information. Oui. Par la formation. Exactement. Puisque justement, c'est votre objectif aussi, apporter le plus d'informations à travers les formations. Oui. Et vous nous revenez avec une nouvelle formation. Moi, ayant participé à cette activité, je me rappelle bien de tous ceux qui étaient là, ont eu à dire, avant de vous lancer dans la crypto-monnaie, avant d'investir, il faut faire la formation. Ouais. Je pense que Coach Simon, qu'on a eu... Exactement, j'allais oublier. C'est vrai, Coach Simon Ouedraogo, qui était l'invité prestige de la première édition de la grande conférence internationale face au blockchain Crypto Summit, a partagé vraiment une communication sur l'avenir des crypto-monnaies et sa vision pour la jeunesse africaine. Et ça, quand vous voyez des personnalités pareilles qui décident d'accompagner des jeunes avec une vision stratégique, je pense que faut pas t'amuser. Parce que nous, on ne prend pas le risque inutile de nous afficher publiquement pour parler de crypto-monnaie. Parce qu'on sait exactement ce qu'on fait. On sait de quoi on parle. Quelqu'un ne va venir s'afficher pour parler de quelque chose où c'est pour escroquer des gens et il aura la paix du cœur, la tranquillité d'esprit. Moi, je suis là. La nuit, je dors bien, je rêve tranquille. Et quand je me lève le matin, je suis content parce que je sais que ce que je partage aux gens, c'est de la pure vérité, c'est de l'information vérifiable et ce n'est pas pour escroquer quelqu'un. D'ailleurs, dans l'organisation de cette conférence face au blockchain, je peux vous dire, Madame Nikema, qu'il y a des gens, environ 3 personnes, qui m'ont appelé pour me proposer chacun $1000. J'ai dit bien $1000, environ 650 000 francs CFA, juste pour avoir 5 minutes pour présenter leur projet de crypto-monnaie aux participants. Moi, je leur dis niet. Parce que ces projets-là, moi, je connais. Ce sont de faux projets de crypto-monnaie. Tu investis ton argent dedans, c'est comme tu as pris ton argent pour payer caillou, mais dans ta poche. Ça n'a aucune valeur. Moi, je leur ai dit, je n'organise pas une conférence pour venir vendre un rêve irréalisable aux populations. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous, on est allé jusqu'à rencontrer les autorités de ce pays. On a été reçu au ministère de l'économie numérique par les autorités. On a été reçu au ministère de la communication par les autorités, les techniciens. On a été reçu à la BCLCC, chez le Moro Naba Bango. Si moi je suis bête, je vais vouloir, parce que c'est de l'argent, $1000, c'est vrai que ça peut au moins payer quelque chose. Mais je ne suis pas fou pour prendre cet argent et puis venir vendre des bêtises aux gens. Notre vision minimum à travers cette conférence-là, j'ai dit aux participants, notre premier bilan général à travers cette conférence qu'on a lancée le 7 et 8 septembre passé là, c'est en 2035. C'est en 2035 qu'on va rassembler les participants dans une autre salle pour leur dire, on va faire le bilan général, le premier bilan général de ce qu'on a commencé ensemble en 2024. Faut aussi vouloir pour les canaux. Salon ou dans ton commerce, tu nous suis à l'heure là. Imagine ta vie en 2035. Et n'est pas wana,
Nous, on a lancé cette conférence-là. C'est pas pour chercher l'argent tout de suite. On s'en fout de ça. Nous, on est en train de vouloir construire une nouvelle race d'hommes. Et imagine ta vie en 2035 si tu nous rejoins maintenant. Ah oui, et rejoindre par la formation, vous revenez avec une nouvelle session justement de formation. Oui. Alors, c'est une formation sur quoi? Qu'est-ce qui sera enseigné? C'est une formation pratique, 100% pratique sur les crypto-monnaies pour permettre à la population et aux participants vraiment privilégiés de la grande conférence sur blockchain d'avoir les compétences nécessaires pour vraiment prendre position sur le marché actuellement pendant qu'il est encore temps. Et j'aime lire un grand auteur, Robert Kiyosaki, qui dit que il y a deux choses qui permettent à l'homme de s'affranchir. La bonne information, l'éducation financière qui donne les connaissances. Et quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. En réalité, il s'est dit, il lui a posé la question, faut-il avoir de l'argent pour être considéré comme riche? Il a dit non. L'argent seul ne suffit pas pour qu'on te qualifie de riche. Il faut la bonne information, il faut avoir la sagesse, la connaissance et l'information. Ça, c'est fondamental. Donc, nous, on revient cette fois-ci encore avec la 6e édition de la grande session de formation complète. Ça, c'est un vaste programme que nous avons mis en place pour 5 ans. Et c'est la grande session de formation complète en blockchain et crypto-monnaie. C'est une formation qui va permettre aux participants d'avoir toutes les connaissances dont ils ont besoin pour réussir à se positionner sur le marché de la crypto-monnaie. C'est comme on le dit, la crypto-monnaie, ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas de la loterie. Si tu n'as pas fait une formation pratique, pardon, il ne faut pas mettre 5 francs dans la crypto-monnaie, pardon. Parce que c'est quand vous manquez de formation que après ça devient des histoires que non, on m'a fait ci, on m'a fait cela. Plusieurs fois, je reçois des coups de fil des gens qui me disent que oui, la crypto-monnaie là, c'est mon ami qui m'a parlé de ça et puis m'a même montré comment on achète. Je demande, il faut la formation, il dit, il ne faut plus me parler de ça. Soit tu viens, on va te former et on va te montrer comment faire, ou bien tu laisses tomber. Et nous, ce qui va nous faire plaisir, c'est que tu vas te donner un rouage. Et j'ai écrit 2 livres sur la crypto-monnaie. Le premier livre est sorti en 2022, le crypto-monnaie est devenu riche, maintenant demeure pauvre à jamais. Et le deuxième est sorti en 2024, l'école du Bitcoin et autres crypto-monnaies. Et pendant la conférence, il y a des gens même qui ont acheté ces livres-là. C'est pour dire aux gens de ne pas se laisser influencer par les influenceurs Facebook qui parlent pour chercher les youtubeurs qui font que taper vos tympans, tout simplement parce qu'ils ont besoin de vues et des likes. Ça ne sert pas. Moi je dis toujours à tous ceux qui suivent nos formations, moi je dis, actuellement où on est, où nous en sommes, je me vois vraiment mal de chercher à présenter des choses, des artifices sur la toile pour dire que oui, c'est comme si, c'est comme ça, c'est moi qui connais. Non, non. Donc, la formation qu'on va faire, c'est du 5 au 6 octobre 2024. 2 jours de formation. Et figurez-vous, la formation a une valeur de 200 000 francs CFA. Mais nous, ayant un esprit patriotique et connaissant les réalités actuelles, une connaissance que tu vas avoir, et en moins de 5 ans, cette connaissance va te permettre de transformer ta vie. Regardez, depuis le janvier, nous on a lancé ce vaste programme de formation. Ils sont combien qui ont suivi le formation? Une centaine de personnes. Et aujourd'hui, chacun est passé à l'action. Et aujourd'hui, ce que chacun arrive à réaliser comme bénéfice, moi je le dis tout simplement, soyez patients, ne vendez même pas vos cryptos actuellement. Parce que le grand moment arrive. Nous poursuivons un objectif. Tous ceux qui rentrent dans la crypto-monnaie à partir de maintenant, là, jusqu'à la fin de l'année, c'est vous qui allez vraiment plus bénéficier. Ça, c'est une session de formation que nous avons lancée. Si la régie pouvait faire sortir ces images, ça c'était la formation précédente qu'on a lancée pour permettre aux participants, voilà la formation, pour permettre aux participants de bénéficier des connaissances stratégiques. Et ici, il y avait tous les profils. C'était des professeurs d'école, c'était des grands commerçants, des journalistes, des entrepreneurs. Il y avait des élèves également. Un petit de 15 ans qui est assis avec nous ici et qui a appris. Donc, vous voyez ce qu'il se passe. Et toutes ces personnes-là sont passées à l'action. Ça, c'est juste une petite image. Il y en a tellement qu'on ne peut pas tout présenter. Moi, je dis aux gens,
ne vous mettez pas en retard, ne vous mettez pas en arrière. Aujourd'hui, nous, on a le temps, l'énergie de venir s'asseoir sur des plateaux pour parler. Un moment viendra où il sera difficile de voir notre visage encore facilement. Parce que l'objectif qu'on est en train de poursuivre et l'esprit qu'on a pour travailler ensemble, c'est quelque chose que nous voyons qui arrive en 2025. On appelle ça le bull run. C'est-à-dire que tous ceux qui rentrent dans la crypto-monnaie au bon moment, actuellement, c'est comme quelqu'un qui sème son maïs, il sait que dans 3 mois, il va faire la récolte. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et cette 6e édition, la grande session de formation complète, c'est vraiment une promo spéciale face au blockchain. Quand on voit sur l'affiche, c'est bien écrit. C'est une promo spéciale face au blockchain pour permettre aux participants de la première édition de la grande conférence internationale sur la crypto-monnaie de vraiment profiter de cette formation-là à un prix forfaitaire de 35 000 francs CFA. Ça, c'est un prix unique. Et en même temps, tous ceux qui nous suivent actuellement, qui veulent participer à la formation, vous payez également 35 000 francs. Ça, il n'y a plus autre condition. Il n'y a plus autre condition d'achat de livres et autres. Voilà, généralement, okay. Exactement. Généralement, nous associons l'achat du livre pour dire qu'il faut avoir un seul exemplaire parmi nos différents livres. Mais après cette session de formation-là, la prochaine édition qu'on va organiser, on va ramener encore les conditions. Mais ça, c'est pour... On a bien dit sur la fiche là, c'est un prix forfaitaire spécial face au blockchain et gratitude. Comprenez? Okay. C'est un prix de gratitude spécial pour dire merci à Dieu, merci à l'univers, merci aux êtres qui sont venus avec nous là pour apprendre les bonnes informations. Et comprenez que la formation a une valeur de 200 000 francs CFA. Et ça, on fait toujours un prix forfaitaire pour permettre à la majorité d'avoir les compétences sur le marché de la crypto-monnaie à des prix forfaitaires. Sinon, bientôt, quand on va finir avec l'histoire du bull run, tous ceux qui vont venir après là, il y en a tous piste à temps. Il faut suivre la même formation. Pour avoir la même formation qu'aujourd'hui, on donne à 35 000 francs. Alors, M. Zonga, c'est vrai qu'on parle de formation, on va revenir encore rappeler les conditions tout à l'heure, mais c'est bien quand même de rappeler succinctement ce que c'est que la crypto-monnaie et comment ça fonctionne. C'est vrai qu'il faut venir à la formation pour avoir plus de détails, parce que c'est là même que vous installez sur les téléphones, vous leur montrez comment ça marche, comment individuellement on peut manipuler. Mais c'est bien pour une personne qui suit pour la première fois cette émission sur la crypto-monnaie, c'est bien de rappeler ce que c'est et comment ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une très belle question, vraiment qui m'inspire d'ailleurs. Alors, il faut comprendre que quand on parle de crypto-monnaie, c'est de l'argent. Quand on parle de Bitcoin, c'est de l'argent. C'est l'évolution, en fait, c'est la conséquence de l'évolution du monde. J'aime toujours répondre à cette question en faisant un rappel historique de comment même l'argent a été créé. Je vais faire rapidement. Vous voyez, au début de l'humanité, on a tous lu et on a appris que les échanges commerciaux économiques se faisaient à travers un système qu'on appelle le troc. Et on pouvait changer un bien ou un groupe de biens contre un autre à une valeur équivalente sur la base de la confiance. Ça veut dire que vous qui nous suivez actuellement, vous avez votre téléphone, moi j'ai mon BIC par exemple, ou bien mon livre. Vous voulez le livre contre le téléphone, là, et vous pouvez évaluer la valeur du livre par rapport au téléphone et sur la base de la confiance on échange. Oui. Et on a compris plus tard qu'il y avait des difficultés par rapport au troc. Parce que, imaginez par exemple quelqu'un qui a un bœuf et qui veut l'échanger contre par exemple un petit bol de sucre ou bien une barre de sel. Ça déséquilibre. Ça déséquilibre. Il faut qu'il tue son bœuf là, le scinder en morceaux et donner une part qui a une valeur équivalente à l'autre. Donc ces difficultés ont amené l'homme intelligent a continué encore à innover. Et donc, on est venu à l'introduction de l'or dans les échanges commerciaux. Et avec l'or également, on a vu qu'il y avait des problèmes. Parce que transporter certaines quantités d'or, quitter par exemple la ville de Ouagadougou pour la Bourg de la Source, tu risques de te faire écraser pour prendre ton or là. Et l'homme intelligent, ayant toujours l'esprit de l'innovation et du changement, a introduit ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires, donc les billets des banques. Avec les monnaies, les billets des banques, la monnaie divisionnaire, les monnaies scripturales, parlant des chèques, les cartes bancaires, on a compris également que ça facilitait certes nos opérations, mais ça limitait en effet
notre liberté, notre indépendance vis-à-vis des institutions qui contrôlent en effet notre économie. Et c'est à partir de l'année 2008 que le monde a connu une crise économique appelée la crise des subprimes. C'est une crise qui a secoué les prêts hypothécaires, c'est-à-dire le secteur immobilier, notamment les prêts hypothécaires, qui a entraîné une chute libre des institutions financières qui avaient en effet un contrôle sur l'économie des populations. Et c'est à partir de cette année-là qu'il a plu à un individu ou un groupe d'individus appelé Satoshi Nakamoto qui s'est dit qu'à partir du moment où les institutions financières, les gouvernements, qui en réalité ont un contrôle sur notre finance, mais manque de sécurité, moi je vais mettre en place un système qui va permettre désormais à chaque citoyen du monde de devenir en quelque sorte sa propre banque. Ainsi naît l'idée de la crypto-monnaie Bitcoin. Et il lance le Bitcoin en 2009. Et comment fonctionne la crypto-monnaie? La crypto-monnaie fonctionne sur un protocole appelé la blockchain. La blockchain, c'est un gros registre numérique qui permet le stockage de l'historique des opérations qui s'effectuent dans l'écosystème cryptographique. C'est un ensemble de blocs comme ça qui portent chacun un numéro qui permet de valider, d'enregistrer chaque information qu'on insère dans l'écosystème. Dans la salle de formation, il y a des schémas que je fais, des images que je fais, je dessine, je montre aux participants de façon très simple. Et c'est comme ça, en effet, que l'idée de la crypto-monnaie est née. Sinon, la crypto-monnaie, c'est de l'argent. Okay. Le Bitcoin, c'est de l'argent. De la même manière, vous avez votre argent dans votre compte mobile money, pour ne pas citer de réseau, c'est la même chose. Mais la différence ici, c'est que dans la crypto-monnaie, c'est en même temps un marché boursier. Un marché où tu achètes des actions, des entreprises réelles. Quand on prend par exemple des entreprises, permettez-moi de citer Ebomaf. Aujourd'hui, avec son influence, Ebomaf peut créer sa crypto-monnaie pour pouvoir faire des levées de fonds, pour construire davantage les infrastructures qu'il est en train de réaliser avec son vaste réseau, une communauté large dont il dispose aujourd'hui. Et ça va créer davantage de la richesse, non seulement pour le pays, mais aussi pour lui. Et même notre État, comme je dis à chaque fois, même pendant la conférence on a parlé, pendant la conférence on a dit, et notre État, le Burkina Faso, peut créer sa blockchain, où il peut adosser nos matières premières, l'or, l'or, le coton, l'énergie, tout ce que nous avons ici comme ressources naturelles, il peut incorporer ça dans la blockchain et ça va entraîner ce qu'on appelle des investissements internationaux. Mais tout ça ne peut être possible que par l'éducation, par la sensibilisation, par la formation des populations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Madame Nikema, avant de vous laisser la parole, parlant de l'État, lorsque nous avons été reçus en audience au ministère de l'économie numérique, il y avait des experts, presque 7 personnes, des experts, qui, lorsqu'on parlait, et même ils ont compris en effet la nécessité qu'il y a pour les populations de comprendre les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, M. Zonga, ce que vous êtes en train de faire avec votre équipe, c'est formidable. Nous vous encourageons, nous vous félicitons pour ce que vous faites. Continuez à sensibiliser les populations et à les former, à comprendre que les crypto-monnaies peuvent transformer la vie de tout et chacun quand on comprend le mécanisme de leur fonctionnement et savoir les utiliser sciemment. Sinon, l'aspect arnaque, on sait très bien, on lutte contre ça, mais nous sommes des techniciens, on travaille dans le silence pour pouvoir permettre plus tard aux populations de comprendre également les bien-fondés qu'il y a. Mais au regard de la situation actuelle du pays, là, comprenez que c'est normal que ces institutions ne puissent sortir publiquement pour parler. Mais nous qui comprenons la chose, qui comprenons l'utilité et les avantages qu'il y a, nous prenons le risque pour sortir. Parce qu'on n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas là pour vendre quelque chose à quelqu'un. On ne dit pas à quelqu'un qu'on a un site d'investissement, venez investir dedans. Ce que nous on fait là, ce n'est pas trading où les gens disent venez donner votre 5 000 francs, 2 000, avoir 50 000. Ce n'est pas ça, crypto-monnaie, ce n'est pas ça. Trading, société de trading, on appelle ça les sociétés de placement. Ce sont des pyramides de Ponzi. J'ai tout expliqué dans mes 2 livres. C'est différent. Donc, voilà, c'est différent. Donc, sans formation dans la crypto-monnaie, ne donnez pas votre argent à quelqu'un aussi d'investir dedans. Ce n'est pas vrai. Même ta propre femme, là, si elle te dit, prends mon argent, investis dans la crypto-monnaie pour moi, dis-lui, viens, il va te former, ma chérie. Si elle refuse de se faire former, prends son argent,
donne-lui, elle n'a qu'à aller payer ses pagnes pour s'habiller très bien, et puis c'est tout. Merci bien, M. Zonga. Le temps est terminé. Oui. Donc, on va rappeler le contact pour les inscriptions, Oui. le jour également de la formation et le lieu. Oui, la formation va se tenir du 5 au 6 octobre 2024 à la résidence Napambiogo à Gonguin, juste à côté de l'église Saint-Pierre. C'est à 200 mètres de l'église Saint-Pierre à Gonguin. Pour ceux qui ne connaissent pas où est située l'église Saint-Pierre, ça aussi c'est une publicité gratuite. La gare TSR à Gonguin, là, quand vous arrivez à la gare TSR à Gonguin, vous appelez, seulement on va vous récupérer rapidement. Les contacts, appelez le 54 28 84 20, 54 28 84 20, ou bien le 51 53 75 05, 51 53 75 05, le 78 00 53 90. 78 00 53 90. Vous appelez un de ces numéros rapidement, dites que c'est pour la formation du Seigneur. Franchement, ce qui va se passer à partir du mois d'octobre, novembre, décembre sur le marché de la crypto-monnaie, quand on regarde l'évolution du cycle, c'est quelque chose qu'on veut vraiment dire à tout le monde de se positionner maintenant. Oui, parce qu'en 2025, là, bien. on va tous chanter la même chanson. Merci beaucoup, M. Zonga. Je rappelle que M. Abidou Zonga est écrivain, conférencier, formateur aujourd'hui. Il était là pour parler de cette session de formation sur la technologie blockchain et crypto-monnaie à venir. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci de suivre la télévision des nouvelles idées. Merci de suivre Bonjour le Faso actuellement. Et nous retrouvons maintenant un frère, Johnny, Jean-Aimé Bailly à l'état civil. Bonjour, Jonas. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Bonjour à toi, ma soeur. Très content d'être avec toi ce matin. Pareil. Ouais. En tout cas, bienvenue. On est là pour rire encore. Oui, comme oui, chaque oui. année. Hein? Comme chaque année. Et puis cette année, il faut avouer que c'est la 17e édition. Wow. La 17e édition du Festival international de rire et de l'humour de Ouagadougou. Et puis nous aurons une pléiade d'humoristes à l'échelle internationale qui viendront, et ça va se passer du 26 au 28. On aura 2 jours de renforcement de capacité avec les jeunes artistes humoristes. Il y aura Priscilla Dégameuse qui va essayer quand même de donner quand même de la force à ces jeunes humoristes. Ah oui. Et puis le 28, c'est le grand spectacle au Sénasa sous le coup de 20 heures. Ce qui est bien, c'est que maintenant, le FIRO ajoute le côté formation. Et donc, ça veut dire que vous pensez à la relève. C'est très très important. Voilà. En humour, il ne faut pas qu'on s'arrête là, qu'on se dise qu'on ne crée plus et tout et tout. Et ces jeunes qui viennent, il faut leur donner de la force. Et cette force-là, ils en ont besoin grâce à des aînés tels que nous, bien sûr, et grâce à des personnes expérimentées qui vont venir pour pouvoir essayer de les accompagner à bon port. Bien sûr. C'est bien pour nous aussi d'avoir les noms des humoristes qui seront là du Burkina, qui vont participer, mais de l'extérieur aussi qui vont venir. Alors, vous aurez ce jeune qu'on aime tant au Burkina Faso qui s'appelle Moussa Petit Sergent qui sera de la partie. Okay. Vous aurez le plus rapide de sa génération, je parle de Diolo Rapide. Vous aurez mon jeune frère Welvi, la référence, qui sera avec nous. Vous aurez C'est qui lui? Voilà. Ah oui? Karim Lajoie sera avec nous. Et cette jeune demoiselle qui maîtrise à la perfection ces temps-ci l'humour, elle est de la genre féminine, bien sûr, parce qu'il faut que les femmes soient là. Je parle de Kirby, voilà, Kirby qui est avec nous. Il y aura Cass, le guide, qui est avec nous. Il y aura Adèle Badelo. Et puis, ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, on aura Priscilla la Dégameuse. Et nous aurons à côté de Priscilla de Perpignan. Vous aurez éventuellement Jonas pour vous donner quand même des petites capsules d'1 minute 30 secondes de rire. Parce que je pense que un spectacle d'humour, c'est du non-stop. On rit du singulier au pluriel. Voilà. Ce qui est bien avec Jonas, MC humoriste en même temps, c'est qu'on a 2 choses en une, quoi. Oh, oui. Et oui, ça fait plaisir parce que je trouve que souvent les spectacles, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. On est venu pour rire à un certain moment. Il faut donner un peu de la voix. Ça peut être du côté humoristique. Et puis comme je suis aussi danseur, chorégraphe, donc il arrive qu'il sorte des petites phases pour effrayer un peu la scène. Voilà, quand on s'inscrit pour, comment on appelle ça, pour la formation, voilà, il y a une modique somme à payer.
qui n'est pas cher. Parce que quand on fait cadeau, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Ah, pour la Voilà. formation des jeunes, là. Voilà, pour la formation des humoristes. jeunes, on a demandé juste, vous venez vous donner 5 000. Vous avez les 2 jours de formation, c'est-à-dire le 26 et le 27. Et puis, je tire encore mon chapeau à cette grande organisation du FIRO, parce que chaque année, ils donnent l'occasion, l'opportunité à ces jeunes qui sortent du camp vacances humour, le meilleur, de pouvoir venir prester. C'est une façon pour moi de travailler de façon collégiale avec toutes les structures qui veulent bien promouvoir l'humour, et Augusta en fait partie. Oui. Et cette année, c'est qui l'équipe qui sera là? Il s'appelle Raoul Kara. Et si vous suivez toutes les vidéos de Karim Lajoie, c'est qui lui, le jeune qui est tout juste à côté. Il a payé la somme de 25 000 francs, quitté Bobo Dioulasso, pour venir faire les 18 jours à Ouagadougou pour pouvoir se faire former. Et dans cette formation, M. Bamogo, qui fait partie du staff du FIRO, a dit, bon, je préfère que ce jeune-là vienne prester pour donner de la voix aux plus jeunes. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. Tu vois à quel point on peut partir et puis décoller bien. Et puis décoller. Alors, donc, pour maintenant la grande soirée où ces grands humoristes burkinabés et ivoiriens seront sur la scène, ça va se passer de quelle heure à quelle heure et les conditions d'entrée aussi? Alors, il faut dire d'abord que les tickets sont déjà en vente. Les tickets sont déjà disponibles. À la fin, je vais donner mon numéro. Et puis, les points de vente, je pense que déjà le Sénasa est déjà ciblé. Hein. Le Sénasa est déjà ciblé. Si vous arrivez au Sénasa, vous demandez les tickets. On peut d'ores et déjà vous donner les tickets. Donc, pour la modique somme de 10 000 choses. Donc, quand on va dire 18h30, la salle va faire c'est-à-dire la salle est déjà ouverte. Maintenant, on reçoit les gens et on cause un peu, il y a un peu de la musique et tout. Quand on va dire 20h, le spectacle va commencer. Vous aurez, comme je vous l'ai dit, ce jeune artiste humoriste de Bobo Dioulasso qui va venir, Raoul Kara. Après, vous aurez Kirby. Après, vous aurez Welville, Karim Lajoie. Vous aurez qui encore? Joe le Rapide, Adèle, Moussa de Perpignan et Priscille la dégameuse. Alors, ce spectacle aussi, il faut dire que de la musique à l'humour, et de l'humour à la musique, il n'y a qu'un seul pas. Donc, je viens d'apprendre que les artistes musiciens ont décidé aussi de nous donner un coup de main. Ah oui. Voilà. On va garder la surprise comme ça. Et c'est une grande famille, la famille artistique avec grand A. Donc, ça va se passer le 28. J'ai dit bien le 28. Ah oui, tu sais que c'est le jour de mon anniversaire en plus. Ah, happy 28 septembre. Non, fais pour moi. Non, fais pour moi avant. Septembre. Ceux qui sont à la maison, on a commencé à chanter. Hein. On va chanter aujourd'hui qu'au 28. Ça sera l'occasion de venir. Joyeux anniversaire à toi déjà. Merci bien. Donc, sortez nombreux parce que il faut avouer que nous traversons une période difficile et le corps a besoin de se relaxer. Le corps a besoin vraiment d'être ce que moi j'aime appeler en récréation provisoire. Il faut rire, c'est très très important. Il faut rire parce que permettre à ces gens qui sont de l'autre côté, qui pensent que ici ça ne va pas, c'est ceci, cela, il faut qu'on leur dise que nous, on a la force pour se battre. Voilà, c'est pas seulement aussi, les militaires font leur travail. Nous aussi du côté des humoristes, on a un travail de sensibilisation. Je vais aller lentement et sûrement. Le 76, le 61, 67, 44. Ensuite, vous avez le 70, le 62, 55, 01. Et vous avez le 78, le 63, 83, 84. Le WhatsApp, c'est le 76, 61, 67, 44. Allez-y chercher les tickets au Sénasa dès maintenant à l'heure où je vous parle parce que je sens que le Sénasa va refuser du monde. Merci beaucoup, Jones. Rendez-vous le 28 septembre. Le 28 septembre. Au Sénasa à 20h pour avoir sur la même scène. Moi, je cite Moussa Petit Sergent, je cite Joe le Rapide, je cite des Perpignan, de la Côte d'Ivoire et Priscille la dégameuse et puis bien d'autres humoristes que vous voyez à l'affiche. Merci. On va regarder le spot ensemble. Et on retrouve d'autres invités. Il n'y a pas de souci. Il est bien installé sur notre plateau. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Alors, le thème d'aujourd'hui. Quelqu'un vous doit de l'argent. Comment faire pour entrer en possession de cet argent, votre argent? Donc, on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre justement par dette aux yeux de la loi? Alors, je pense que ce thème est très pertinent parce que beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Ce qu'il faut comprendre par dette, c'est que d'abord, la dette peut avoir plusieurs définitions selon le contexte. Mais dans le contexte de notre émission, on peut parler de dette quand une personne vient vous voir pour vous exposer une situation
et par la suite, vous empruntez de l'argent qu'elle promet de vous restituer au bout d'une certaine période. Et à échéance, la personne traîne les pas ou refuse ouvertement de vous restituer votre argent. On peut aussi parler de dette quand vous, en tant que bailleur, vous avez un locataire qui, au bout d'un certain temps, ne paye plus son loyer. On peut aussi parler de dette quand, en tant que prestataire, vous effectuez un service ou vous travaillez pour quelqu'un et après avoir fini de prester ou après avoir fini de travailler, la somme qu'on devait vous remettre là, cette personne refuse de vous remettre. On peut aussi parler de dette quand, sur la base d'une convention ou d'un contrat, une personne était censée vous remettre de l'argent après avoir effectué quand même un boulot. Et à la suite, la personne traîne encore les pas et refuse de vous payer. Donc, c'est tout simplement une somme d'argent qu'on doit à quelqu'un qui a effectué un travail pour vous ou qui vous a emprunté. Ok. Voilà. Donc, Donc on de parle façon d'argent. simple, voilà. On parle d'argent. Est-ce qu'il y a une somme pour laquelle on peut aller en justice ou une somme où on pourrait dire c'est vraiment minime? Bon, c'est pas possible d'aller en justice pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute somme due doit être rendue, surtout si la personne à qui vous devez réclame son argent. D'accord. Oui, et la loi a mis pas mal de procédures en place pour ça. Et la valeur de la somme détermine seulement où aller. Voilà. Par exemple, la loi dit que quand la somme que la personne vous doit est peut-être inférieure ou égale à 300 000 francs, il faut aller au niveau du tribunal d'arrondissement pour vous plaindre. D'accord. Le tribunal d'arrondissement, si vous voulez, c'est tout simplement à la mairie. Voilà. Vous partez à la mairie, ils ont un tribunal d'arrondissement là-bas et vous vous plaignez là-bas. Maintenant, si la somme est supérieure à 300 000 francs, vous pouvez aller en justice et demander au juge d'avoir un œil regardant sur la question. Bon, Olivier, mais rassure-moi, quelqu'un ne va pas vous devoir 100 francs et puis vous allez aller au tribunal d'arrondissement, à la mairie pour dire que quelqu'un vous doit 100 francs, donc il refuse de rembourser. Non, en réalité, ce qu'il faut comprendre, que le droit de propriété est un droit sacré. Même si vous avez mais 1 franc, si c'est mon argent, il faut me le restituer. Surtout si j'en fais la demande, c'est une obligation. Voilà. Donc, pour 1 franc, on peut aller se plaindre. Oui, c'est mon argent, c'est mon droit de propriété que je mets en D'accord. exergue. Ok, on a bien noté, Olivier. Voilà. Maintenant, comment on procède? Quelle est la procédure à suivre pour avoir son dû? Alors, c'est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de termes techniques, mais je vais tenter d'aller D'expliquer et puis alléger. Voilà. Alors, quand quelqu'un vous doit, parce que la personne est venue vous emprunter de l'argent et qu'au bout d'un certain temps, elle refuse de vous remettre l'argent, ou quand vous avez travaillé avec un patron qui, au bout d'un certain temps, ne vous paye plus ce qu'il doit vous payer, ou même quand vous êtes bailleur et que voilà, un des locataires refuse de payer son loyer. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'aller voir un huissier de justice. Ok. Vous partez voir l'huissier de justice avec les preuves de la créance, avec les preuves que la personne vous doit en réalité. Et l'huissier de justice, avec ses documents, peut dans un premier temps convoquer la personne. Voilà. Donc la convocation, l'huissier de justice peut convoquer la personne qui vous doit. C'est vrai, il ne va pas obliger la personne à venir, mais on peut lui envoyer un papier en lui disant de venir à l'étude de l'huissier à telle heure pour une affaire le concernant. Ouais. Maintenant, si la personne vient, l'huissier peut tenter de trouver une solution à l'amiable. Et la personne peut proposer, si elle reconnaît bien sûr la dette, elle peut proposer une solution de paiement. Mais au-delà de ça, vous avez la possibilité d'aller en justice. Vous avez la possibilité d'aller en justice avec les preuves que vous avez.
Et l'huissier aussi a la possibilité de procéder directement à une sommation. Dire à la personne qui vous doit de vous remettre l'argent. Et si elle ne s'exécute pas, vous partez en justice et vous demandez au juge, selon la procédure, ça peut être une procédure d'injonction de payer par exemple, vous demandez au juge de prendre une décision par rapport à la situation. Et si le juge vous donne raison et ordonne à la personne qui vous doit de vous payer, vous revenez avec la décision sur l'huissier. L'huissier va l'informer. Voilà. Et vous ne partez pas au contact direct? non, c'est l'huissier qui l'informe pour que les traces restent. Et quand l'huissier l'informe, la personne a 10 jours, par exemple, dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, pour s'opposer à la décision. Et si elle ne s'oppose pas à la décision, on repart en justice et on demande à ce qu'on appose ce qu'on appelle la formule exécutoire pour que la décision soit définitive et solide. Et si vous ramenez cette décision au niveau de l'huissier, l'huissier devient fort. C'est comme si on prend un manteau de super-héros qu'on met sur l'huissier et il devient fort. Il peut utiliser tous les moyens légaux pour recouvrer plutôt votre somme pour vous. Il peut même procéder à des saisies. Dans ce sens, il peut par exemple aller en banque. La personne qui vous doit, là, s'il a des comptes au niveau des banques, l'huissier peut demander à ce qu'on puisse cantonner la somme de la créance pour vous restituer après. Ah oui, c'est possible. Ça. Oui, c'est ce qu'on appelle la saisie attribution. Même les comptes Orange Money on peut saisir l'argent dans les comptes Orange Money. Ah ouais. Voilà. Et l'huissier aussi a la possibilité de faire ce qu'on appelle une saisie de biens meubles corporels. Ça veut dire qu'il peut venir saisir votre voiture, votre moto. Vos différents biens peuvent être saisis pour avec la décision de justice, bien sûr. Tout à fait, pour payer votre créance. Voilà. Donc, de façon simple, voici la procédure. Ce que je veux souligner, c'est que quand l'huissier vous appelle, ou quand l'huissier vient devant vous pour une procédure de recouvrement, même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité, si vous avez un conseil, de contacter votre avocat, mais il faut éviter de le brutaliser. Voilà, il faut éviter de le brutaliser parce que c'est quelqu'un que la loi a mandaté et que si vous le faites, vous êtes en infraction. Il y a des moments où, quand l'huissier vient, même pour une sommation, c'est compliqué, on veut l'agresser et tout. Il faut faire très attention parce que si vous le touchez, vous allez avoir de gros problèmes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, par rapport aux saisies, il peut venir avec la police. D'accord. Oui, il peut faire usage de la force publique. Par exemple, si il doit venir faire des saisies et qu'il se rend compte que vous êtes très hostile, il peut demander à la police de l'accompagner. Et en ce moment, c'est pas simple. La police va venir, voilà, débarquer chez vous et tout. C'est pas du tout intéressant. Voilà. Alors, Olivier, ce que je me demande, tu as parlé tantôt aussi de preuves. Vraiment, la justice et ses preuves. Parce que devoir de l'argent, souvent, il n'y a pas de preuves. Hein, si on a la chance peut-être d'avoir échangé des appels ou par message, ça va. Mais si quelqu'un est venu vous voir et entre quatre murs, demander de l'argent, tu lui donnes après, en fait, prêter de l'argent, tu lui donnes et après, il ne rembourse pas. Comment tu fais pour avoir la preuve en fait? Bon, en réalité, c'est la difficulté que nous rencontrons aussi quand on doit orienter beaucoup de personnes. Parce que par intégrité, souvent, certaines personnes pensent que tout le monde est comme elles. C'est ça. Et quand on vient vous voir pour une situation, au lieu de laisser des traces, on se dit non, bon, la parole donnée est sacrée. Si tu as dit que tu vas me rembourser, c'est que vraiment tu vas me rembourser. Et beaucoup de personnes de nombreuses personnes plutôt sont déçues par rapport à cette situation. Parce que de nombreuses personnes prennent l'argent avec eux et n'assument pas ou ne restitue pas l'argent. S'il dit qu'il n'a pas pris. Ce qu'il faut faire, c'est forcément laisser des traces. Okay. Si vous voulez, il faut faire intervenir des témoins ou voilà, laisser des traces écrites. Voilà. Il faut aller vers une convention. Généralement, c'est ce que je conseille. Quand quelqu'un vient pour prendre l'argent avec vous, il faut aller faire une convention. Il faut faire une convention ou un protocole d'accord ou faire signer à la personne une reconnaissance de dette. Voilà, qui montre quand même qu'elle a pris quelque chose avec vous. Sinon, après, pour retirer votre argent, ça peut être un peu complexe. D'accord. Alors, Olivier, est-ce que si quelqu'un vous doit, on peut aller soi-même saisir quelque chose qui lui appartient?
Parce Alors. que bon, tu me dois quoi. Oui, On peut pas prendre ta moto ou ta voiture. Ouais. Et nous avons rencontré plusieurs fois ces cas-là. Quelqu'un vous doit, vous le croisez peut-être dans la rue et vous retirez sa moto. Et il faut savoir que c'est la pire des idées à faire, à exécuter. C'est pas une bonne chose. Il faut éviter de le faire. Quand quelqu'un vous doit, il faut se retourner vers la justice. Il faut tout confier à la justice. Nul ne peut se faire justice soi-même. Et si vous allez en justice, si vous avez les preuves de la créance, ou si vous voulez, du fait que la personne vous doit, le juge va vous donner une ordonnance. Et avec cette ordonnance, il suffit tout simplement d'aller donner à l'huissier de justice. Il ne faut même pas vous fatiguer pour ça. L'huissier de justice, on le paye, non? Oui, On paye ses services, mais en réalité, la justice, je ne veux pas dire que la justice a un coût, mais c'est quelque chose que vous pouvez rattraper. Par exemple, quand la personne vous doit, le juge peut condamner la personne à ses départs. Ça veut dire que toute la procédure que vous allez entamer là, c'est lui qui devra payer. Par exemple, s'il vous doit 100 000 et que la procédure, bon, je vais dire 300 000, 350 000 par exemple, et que la procédure a coûté peut-être 200 000, il va vous restituer les 300 000 plus les 200 000 que vous avez utilisés pour la procédure. D'accord. Voilà. C'est possible. Donc, c'est mieux d'aller avec la décision donnée à l'huissier de justice et le laisser faire son travail. Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous ne confiez pas le dossier à l'huissier de justice et que vous faites le recouvrement vous-même, la personne peut vous poursuivre. Par exemple, vous partez chez quelqu'un et vous commencez à prendre ses biens. Vous violez pas mal de droits en le faisant. Il y a le domicile privé qui est sacré. Et vous ne pouvez pas, par exemple, rentrer chez quelqu'un de force comme ça et commencer à ramasser ses biens. Donc, vous vous exposez à des poursuites et il faut faire très attention. Donc, on ne doit pas également menacer une personne qui nous doit? C'est la même chose. Même c'est ce qu'il faut éviter carrément. Parce que les menaces après, imaginez quelqu'un vous doit 200 000, vous menacez la personne de vous restituer l'argent au cas où la personne va avoir ou vous allez tuer la personne. Si dans les jours à venir, la personne a un problème, même si ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, vous voyez, on peut remonter à vous et ça devient très agaçant. Voilà, il faut vraiment éviter les menaces quand quelqu'un vous doit. Si la seule menace que vous pouvez faire, c'est dire si tu ne me donnes pas mon argent, je pars en justice. Voilà. Mais on a la possibilité de convoquer la personne au commissariat ou à la gendarmerie directement. Alors attention. À ce niveau, quand quelqu'un vous doit de l'argent, que ce soit que la personne a emprunté de l'argent avec vous ou le loyer que j'ai cité tantôt, vous ne pouvez pas aller au commissariat. Si vous partez, le policier ou le gendarme à la gendarmerie qui va vous recevoir va vous écouter. Mais à la fin, il peut même entendre l'autre personne. Mais à la fin, on va vous dire que non, c'est une affaire civile, il faut aller voir un huissier de justice. Certaines personnes peuvent être tentées de dire que non, on a payé le policier pour qu'il refuse de prendre, ou bien on a payé les gens. Non, c'est pas de leur ressort et ils vous font du bien en vous orientant même chez l'huissier. Parce que si vous restez là-bas, ils ne pourront pas trouver de solution pour vous et voilà, votre affaire va stagner. Et les gens ne savent pas ça. Hein. Oui. Maintenant, si la dette là résulte d'une escroquerie ou bien d'un abus de confiance, ça veut dire vous êtes commerçant, vous avez envoyé quelqu'un d'aller payer des marchandises pour vous et la personne disparaît avec l'argent ou bien quelqu'un vient vous tromper pour prendre de l'argent avec vous. En ce moment, vous pouvez aller au niveau du commissariat ou de la gendarmerie parce que la cause de la dette là est une infraction pénale. Voilà. Donc, hormis ces cas, vous ne pouvez pas aller là-bas et ils vont vous dire, généralement c'est ce qu'ils disent, c'est une affaire civile, allez trouver une solution ou aller chez un huissier de justice pour trouver la solution. Donc, il faut comprendre. Ouais. Comment on peut se protéger pour éviter de prêter de l'argent et ensuite on ne vous rembourse pas? Alors, je disais tantôt, il faut laisser les traces écrites. Okay. Voilà, il faut faire des conventions. Quand vous devez donner de l'argent avec quelqu'un, il faut faire des conventions. Il faut laisser vraiment des traces écrites pour pouvoir récupérer votre argent après. Si vous ne laissez pas de traces écrites, c'est compliqué. Ça devient sa parole contre la vôtre. Vous dites, il me doit ça. Lui, il dit non, il n'a rien pris avec vous. Vous le prouvez comment? C'est compliqué. Voilà. Il faut laisser des traces écrites ou chercher des témoins quand même qui pourront témoigner aux besoins que vous avez effectivement remis une somme d'argent à la personne.
D'accord, merci beaucoup Olivier. Le temps est fini. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur le thème de la dette. Et puis on espère que maintenant vous saurez vers qui vous tournez quand quelqu'un vous doit. Et surtout, on ne se fait pas justice soi-même. C'est déconseillé. Alors, on s'arrête ici pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Excellente journée et à